Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Philippe, Yannick, Dominique, Laurent. Une émission ce soir qui est très attendue, très attendue, suite à l'allocution de l'exécutif hier soir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Philippe, Bonsoir, oui, très bien. Bon. Excuse-moi, Oui, bonsoir le micro était Céline. coupé. Bonsoir Laurent, Bonsoir. bonsoir Dominique, bonsoir Yannick. Bonsoir à tous. Philippe, sachez que aujourd'hui nous avons reçu énormément de messages de membres attendant que vous vous exprimiez. Et c'est pour nous un live très important ce soir que nous allons faire, tant l'attente de nos membres et des Français et des Françaises qui nous suivent est importante. Voilà, donc je vous laisse la parole tout de suite pour que vous puissiez vous exprimer à ce sujet. Merci beaucoup Céline de votre présentation. Effectivement, je me devais de répondre non pas au gouvernement d'Emmanuel Macron, mais à M. Macron lui-même. Et la manière dont je vais le faire, ce ne va pas être uniquement en tant que président du Rassemblement des droits de l'homme, en tant que parti politique, mais je vais lui répondre en tant que président du gouvernement Rassemblement des droits de l'homme qui existe depuis ces 10 dernières années et qui est apparu en France sous une entité d'un parti politique en mars 2019. Avant de répondre à M. Macron, je voulais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont rebondi sur son allocution et qui ont défendu les droits de l'homme et les droits de la femme en France. Effectivement, c'était un devoir moral de répondre à ce discours qui n'en était pas vraiment un. C'était un document qu'il lisait, un document qui avait été préparé non pas au travers des coulisses de l'Élysée, mais bien au travers de celles et de ceux de ce 1% qui sont à la tête de ces accords géopolitiques et qui dirigent entre autres 60 millions de Françaises et de Français. Ce que vous avez fait, M. Macron, hier soir, est d'une gravité capitale. Car pour la première fois, vous avez déclaré la guerre, non pas à l'extérieur de nos frontières, mais vous avez déclaré la guerre aux Françaises et aux Français. C'est la première fois de l'histoire de notre République qu'un exécutif tourne le dos à ses citoyennes, à ses citoyens, en les mettant en danger de mort. Les répercussions de votre décision vont être très graves, et vous le savez. La couverture d'un président de la République se maintient effectivement après le mandat. Malgré tout, vous restez un homme, M. Macron. Et en tant qu'homme, ce que vous avez fait est très grave. Car vous savez très bien que cette injection n'a aucune relation directe avec quelque vaccination. Alors, étant donné que vous mettez en avant les accords géopolitiques à l'encontre de la sécurité des Françaises et des Français, vous m'avez mis dans l'obligation de consulter certains de mes bienfaiteurs, dont certains détiennent la même position que vous, M. Macron. Ce sont des présidents de gouvernement qui, aujourd'hui, sont très proches du Rassemblement des droits de l'homme. Je vous le rappelle, ces mêmes personnes qui ont été à l'origine, des années en arrière, qui ont été à l'origine de faire équipe avec ce groupe de consultants que je représentais. Le Rassemblement des droits de l'homme aujourd'hui
s'est engagé à sécuriser les Françaises et les Français au travers de son cahier des charges. Et à cet effet, depuis quelques heures, avec l'accord de ces mêmes chefs d'État, nous avons élaboré un nouveau cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme que je vais vous lire. Je vais même m'adresser à mon équipe de communication qui n'a même pas été mise au courant de ce nouveau cahier des charges, car premièrement, je n'ai pas eu le temps. Depuis hier soir, j'ai été au téléphone et en conférence littéralement non-stop. Et je m'en excuse d'ailleurs que je n'ai pas pu vous en avertir à l'avance, mais les priorités de la République étaient bien évidemment prioritaires. Donc je vais lire aujourd'hui à toutes les Françaises et à tous les Français le cahier des charges du RDH en réponse à l'allocution de M. Emmanuel Macron hier soir, qui, je vous le rappelle, a lu un document écrit par celles et ceux qui sont à la tête de nos accords géopolitiques avec la France et les autres pays. Le premier article du cahier des charges du RDH est le suivant. Éradication de nos accords géopolitiques au profit de la France. Article 2. Sortie de l'Europe. Article 3. Réaménagement de nos engagements diplomatiques au profit de la France. Article 4. Reconfiguration de nos opérations militaires. Article 5. Révision à la baisse du budget de la défense. Article 6. Fin à la politique discrétionnaire de la présidence au travers de nos relations France-Afrique. Article 7. Diminution de la dette publique en l'abandon volontaire de créances de la part des prêteurs. Oui, en l'abandon volontaire de créances de la part des prêteurs. Je vous le rappelle, le RDH, 6 ans en arrière, a déjà négocié plus de 60% des accords géopolitiques pour les Françaises et les Français. Et c'est la raison pour laquelle l'article 7 du RDH est instauré dans notre cahier des charges. Et non pas uniquement en l'abandon volontaire de la créance de la part des prêteurs, mais en répudiant une partie de la dette. Tout simplement, en répudiant une partie de la dette. Article 8, article 9 et article 10 sont directement adressés à ceux et ceux qui dirigent jusqu'à présent ces accords géopolitiques. Car certains ont leurs entreprises en France et pour d'autres, ce sont bien des Français qui font aussi partie de ce 1%. Donc l'article 8, l'article 9 et l'article 10 leur est directement adressé. Article 8. Création d'un impôt de convenance sur les 100 plus grosses firmes étrangères implantées en France. Article 9. Création d'un impôt de solidarité sur les 100 plus grosses firmes multinationales. Article 10. Création d'un impôt de partage sur les 100 plus grosses fortunes de France. Et je terminerai avec l'article 11, notre engagement écologique
bien évidemment, du Rassemblement des droits de l'homme. À titre personnel, Monsieur Macron, vous avez créé un souci au sein même de ma famille, avec mes enfants. J'ai 2 filles. Elles ont 16 et bientôt 20 ans pour mon aîné. 2 enfants qui ont été privés de leur liberté pendant l'agenda de cette pandémie qui, je vous le rappelle, faisait partie de notre agenda 6 ans en arrière. Alors, depuis que vous êtes président de la République, vous avez peut-être eu accès au langage codé qui décode justement certains messages. Mais c'est tout récent pour vous, Monsieur Macron. Nous avons, nous, eu accès à ces codes pour justement décoder ces messages depuis pratiquement 20 ans. Et nous avons même, certaines fois, changé les codes pour reformater un nouvel organigramme de codage gouvernemental. Alors peut-être ce langage pour les Françaises et les Français peut paraître difficile à comprendre, mais sachez que je suis obligé de le faire ce soir, car ce message est aussi adressé à celles et à ceux qui décodent ces messages. En quelque sorte, c'est peut-être un message que je leur adresse en tant que président du Rassemblement des droits de l'homme. Mais je veux revenir à ma famille, Monsieur Macron. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui sont en train de se demander comment elles vont faire pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour aller en discothèque, pour simplement vivre leur vie en France. Elles ont 16 et 19 ans. C'est clair que le papa que je suis a fait tout son possible pour les convaincre de ne pas se faire injecter. Mais la propagande derrière cette pandémie est tellement forte qu'à 7 minutes, je n'ai même pas la garantie qu'une ou 2 de mes filles ne vont pas capituler et vont finalement se faire injecter pour justement pouvoir sortir et vivre leur vie d'adolescente et de jeune adulte. Bien que nous, adultes, nous avons les mêmes droits aussi de vivre et de sortir. Et ce droit, vous nous l'avez enlevé depuis trop longtemps maintenant. Alors vous avez créé, au sein de ma famille, un grand trou noir. On s'est disputé. Quelque part, on a pris des distances entre nous. Bien qu'elles comprennent, car j'ai 2 enfants très intelligents et elles savent de quoi on parle. Mais elles doivent aussi poursuivre leur vie. Et elles ne voient pas comment tous les 2 jours ou tous les 3 jours, elles iront se faire tester pour garder ce passeport sanitaire bien qu'elles auraient les moyens, elles, d'acheter sans doute ces tests. Mais il ne faut pas oublier que la plupart, sinon la majorité des Françaises et des Français qui ont des enfants, n'ont pas les moyens, tous les 7 jours, de payer 20 ou 40 € par semaine pour acheter ces tests. Et vous voyez, ça c'est machiavélique. Car vous mettez les gens dans une situation où littéralement ils n'ont plus le choix
de choisir leur liberté de penser et leur liberté d'être. Comment est-on arrivé en France aujourd'hui à recevoir un tel discours, non pas de votre part, car vous n'êtes qu'un porte-parole, M. Macron, mais comment est-on arrivé à autoriser celles et ceux qui sont derrière ce discours à entraver la vie des Françaises et des Français? Je rappelle aux Françaises et aux Français que 2% des pays dans le monde ont décidé de prendre des mesures aussi drastiques que je qualifierais de criminelles. Pour le reste des autres pays, ils sont beaucoup plus prudents. Mais M. Macron a bien précisé lors de son discours que probablement ceci était l'intention globale, mondiale, de finalement faire vacciner tout le monde. Alors pendant que celles et ceux se font vacciner, il y a certains privilégiés qui, eux, prennent leur temps pour aller dans l'espace et pour peut-être conquérir d'autres territoires. Car pour eux, qui font partie de ce 1%, ils ont déjà tourné le dos déjà bien longtemps sur l'entièreté globale de la population sur Terre. Alors, il existe un vrai problème. Déjà, vous avez créé un problème personnel avec moi. 2, vous avez créé un problème avec l'ensemble des 8 milliards d'individus sur la Terre, parce que le rassemblement des droits de l'homme n'est pas limité à la France. Il s'est avéré que ce fut un choix stratégique pour moi et pour mes bienfaiteurs d'établir le rassemblement des droits de l'homme dans mon pays, auquel mon grand-père et mon père ont eux aussi participé à cette liberté d'être. Mon grand-père, en tant qu'ancien commissaire de police, avait pris la décision d'alerter les familles juives à 19h30 du soir qu'à 23h, les gens de la Gestapo iraient les arrêter, car en tant que commissaire de police, à 17h, il recevait les noms des familles qui allaient être déportées. Au risque de mettre sa famille en danger, il a décidé de sauver ces gens. Mon père, le commandant Charles Argillier, président des Forces françaises libres, a été le plus jeune lieutenant à rejoindre l'appel du général de Gaulle. Et lui aussi a contribué en tant que résistant, avec l'appui des Américains, à sauver notre pays. Peut-être que cette lignée de famille est dans mon ADN, mais une chose est certaine, aujourd'hui, Philippe Argillier a pris la décision de rétablir les valeurs mêmes de notre démocratie au travers de notre République, la France. Je ne vais pas plus m'étendre, car je pense que ce que j'ai dit est suffisant à cette minute. Bien évidemment, je reviendrai en détail sur tous les articles concernant le cahier des charges du RDH. Mais maintenant, je veux m'adresser personnellement aux Françaises et aux Français. Et pourquoi personnellement? Parce que ma mission n'est pas celle de présider un parti politique, et plutôt celle de rétablir une justice humanitaire. Car des années en arrière, j'ai été témoin de ce qui se passait dans ces coulisses
des gouvernements. Et ma conscience, à l'époque, avait décidé pour elle-même qu'il était hors de question de continuer dans leur direction. Par contre, de continuer parallèlement dans leur direction pour créer un gouvernement qui serait à l'opposé même de ce que nous vivons aujourd'hui. Il existe beaucoup de partis politiques en France et il existe beaucoup de personnes qui vont prétendre à la présidence en France. Le message est brutal, celui que je vais leur adresser, et cela n'est absolument, je n'ai absolument rien contre tel ou tel individu, croyez-moi. Mais vous devez savoir, Françaises et Français, aujourd'hui, qu'il n'existe aucun parti politique en France, qu'il n'existe aucun homme politique en France, qu'il n'existe aucune femme politique en France qui peut faire face à cette machine d'État qui est en quelque sorte cette machine géopolitique. Et pourquoi ils ne peuvent rien faire face à ces accords? C'est qu'ils n'ont déjà, aucune notion de quoi on parle. 2, ils n'ont absolument pas les capacités pour répondre à ce 1%. 3, si élus, ils ne feront que perdurer une politique déchue qui va à l'encontre même des intérêts des Françaises et des Français. Alors, ne pensez pas que je dis cela pour apparaître comme le sauveur de la France. Je n'aurai jamais cette prétention. Je dis cela uniquement car aujourd'hui, j'ai en main, en ma possession, les éléments suffisants pour éradiquer ce système qui peut, dès avril 2022, changer la totalité de chaque Française et chaque Français, c'est-à-dire sur 68 millions de nos citoyennes et de nos citoyens. Je ne suis pas seul, loin de là. Et je ne joue absolument pas au monsieur mystérieux qui ne dévoile pas encore les noms de ceux qui nous soutiennent. Pour bonne cause. Réfléchissez. Ce serait à notre désavantage de donner les cartes. Nous sommes en guerre. Est-ce qu'un général va donner à son ennemi son plan de bataille? Non, il va le surprendre. Au même titre que les Américains, grâce aux résistants, ont surpris les forces allemandes. Le Rassemblement des droits de l'homme a la capacité de remettre une vraie démocratie dans notre pays, car seul le Rassemblement des droits de l'homme a les moyens de le faire, car seul le Rassemblement des droits de l'homme a été ces 20 dernières années derrière les coulisses de ces gouvernements, à savoir, seul le Rassemblement des droits de l'homme a eu accès aux tenants et aux aboutissants, en passant par les rouages gouvernementaux. C'est une réalité, c'est un état de fait. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a qu'une, celle de vous rassembler au travers du Rassemblement des droits de l'homme, du RDH, qui est votre maison.
aux vraies fondations. Car le RDH n'est pas un parti politique. Je vous le rappelle, c'est un gouvernement aujourd'hui officieux, parce que pas encore élu, mais très officiel dans les coulisses de celles et ceux qui décident ces accords géopolitiques. Ce soir, nous sommes suivis, ce live est suivi par 2 chefs d'État, ainsi qu'une personne qui n'est pas en France, mais qui a réussi ces dernières années à changer la dynamique d'un des pays les plus puissants dans le monde. À ces présidents, je tiens à les rassurer. Et d'ailleurs, nous gardons un contact permanent, que le RDH, plus que jamais, tiendra nos accords. Mais c'est vrai que l'entièreté de nos accords ont toujours été ciblés sur l'appui des Françaises et des Français. Car nous n'avions pas l'arrogance de présenter un parti politique pour présenter un candidat à la présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle, de l'histoire de notre République, j'ai décidé, et pour une grande partie d'entre vous, vous le savez, que je répondrai uniquement à l'appel des Françaises et des Français si tel était leur desiderata pour que je prenne les commandes de notre pays en avril 2022. Et si tel était le cas, ce serait sous une condition, et je la répète, et je la répéterai encore et encore, pour que vous puissiez bien comprendre les fondations même de ce gouvernement RDH. J'accepterai de répondre à votre appel uniquement sous un mandat révocatoire de 36 mois. J'aurais pu prendre l'option de dire 24 mois, car 60% du travail est déjà fait pour vous, Françaises et Français. Rappelez-vous, ces accords géopolitiques qui ont déjà été négociés pour la France. 36 mois, parce que malgré tout, on ne peut pas, en quelques mois, éradiquer un système et en mettre nouveau en place, sans oublier certains éléments, ou peut-être sans avoir eu le temps de les mettre. Je pense qu'en 36 mois, le travail sera fait. Bien que, si vous décidiez de rendre à la France sa liberté de penser et sa liberté d'être en avril 2022, c'est-à-dire que le RDH prenne les commandes de notre pays, je peux vous garantir que dans les semaines qui suivent cette élection, votre vie de tous les jours aura déjà changé, en mieux. Seules des promesses politiques perdurent et ne sont jamais achevées. Un cahier des charges, c'est une machine, comme toute machine, qui a un bouton de départ et un bouton de fin. C'est aussi simple que ça. Au même titre, quand vous êtes dans votre véhicule, vous mettez la clé dans le contact et votre véhicule démarre. Alors vous allez me dire, peut-être pas tous les véhicules, certains d'entre vous, peut-être ont un véhicule qui ont des problèmes pour démarrer, mais sachez que le véhicule du RDH, quand on met la clé, il démarre. Et ce sera à nous ensuite de décider peut-être de retirer la clé quand vous, Françaises et Français, aurez eu ce que vous avez toujours voulu, c'est-à-dire une vraie liberté. Et dites-vous bien que, malgré tout, même si nous arrivons
à remettre cette République en route, même si nous arrivons à recréer les vraies fondations de notre démocratie, nous serons toujours là, à vos côtés, toujours, car le RDH est le seul garant de l'avenir des Françaises et des Français, non pas sur 3 ans, ni sur un quinquennat, mais sur des décennies à venir, car nous avons formaté cet avenir, au même titre que l'autre système a formaté une autre réalité qui ne correspond pas à l'avenir, en commençant des Françaises et des Français. Voilà. Pour celles et ceux maintenant qui se demandent quoi faire, dois-je me faire vacciner? J'ai une pensée particulière pour tous les soignants en France. Comment a-t-on osé vous imposer une telle loi martiale? Sommes-nous pendant la Deuxième Guerre mondiale, devons-nous être marqués? C'était pas au fer rouge les Juifs, ils avaient un tatouage avec leur numéro, ou des fois on leur tatouait sur leur poitrine le signe qu'ils étaient juifs. On vous oblige aujourd'hui à vous injecter d'un poison pour que vous puissiez continuer à travailler et nourrir vos familles. Je ne peux même pas m'imaginer dans quelle détresse vous devez vous trouver. Un choix à faire. Alors c'est sûr que cette injection ne tue pas à chaque fois qu'elle est injectée. Mais je vous rappelle quand même que le taux de mortalité suite à ces injections sont passés à 6 fois plus de morts que la maladie en elle-même, que ce virus en lui-même. Donc je reviens à ces soignants qui aujourd'hui se demandent ce qu'ils vont faire. Pour certains, ils sont en train de chercher dès ce matin un autre travail. Parce que pour certains et pour ces personnes, ils ne veulent pas se faire injecter. Quitte à perdre leur travail, mais ils refuseront d'accepter ce tatouage, cette brûlure au fer rouge pour pouvoir continuer dans un métier qui est sans doute le plus beau, à savoir protéger, soigner et aider celles et ceux qui sont malades. Alors, à tous les soignants de France et au nom de la République française, je tiens à vous faire des excuses au nom de la République. Car ce n'est pas la France qui vous a imposé une telle loi martiale. C'est un système au travers de la France qui vous a imposé cette loi. Donc ne perdez pas confiance aux fondations mêmes de notre République, aux vraies valeurs démocratiques qui sont là et qui resteront toujours pour chaque Française et chaque Français, à partir du moment où vous, Françaises et Français, avez pris conscience qu'il est temps, aujourd'hui, de se rassembler, une fois pour toutes, autour du RDH. Je viens d'apprendre aussi que cette injection
va probablement être obligatoire à toutes celles et tous ceux qui tiennent des établissements de nuit, des restaurants. À elles et à eux aussi, j'adresse toute mon empathie et ma compassion. Car voyez-vous, pour eux, ils vont devoir aussi faire un choix, soit continuer ou soit arrêter. Pour nos enfants, la rentrée scolaire, imaginez, ils veulent faire vacciner nos enfants. Je tenais, étant donné que cela fait partie du sujet, à m'adresser à un certain Barou. Je crois que son prénom c'est François. Il était invité de BFM Politique. BFM, qui ouvre ses portes, ses plateaux à des gens tels que le président du MoDem et haut commissaire au plan. Cet individu, qui apparemment porte un costume politique et qui serait très proche d'Emmanuel Macron, prône la vaccination pour toutes et pour tous et veut la rendre obligatoire lui aussi. Il a rejoint les acolytes de notre exécutif. Mais je voulais revenir sur une phrase qu'il a dit. Je lis. C'est au sujet de sa présentation sur BFM. Il est indiqué que le haut-commissaire au plan va même plus loin, en considérant purement et simplement le refus de la vaccination comme de la non-assistance en personne en danger. Monsieur Bayrou, dégagez de la scène politique. Car si ce n'est pas vous qui le faites, prochainement d'autres le feront pour vous. Vous menacez maintenant, derrière un costume politique, les Françaises et les Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Cherchez-vous une guerre civile? Quand on pousse la machine trop loin, et j'espère que ce ne sera pas le cas, et j'espère que les Françaises et les Français auront la faculté de finalement comprendre qu'il y a une solution pacifique à tout cela, celle de se mettre sous le toit du Rassemblement des droits de l'homme. Ça, c'est la solution pacifique. Mais je n'ai aucune autorité sur les Françaises et les Français qui se sentent en danger, de plus en plus. Et pour certains, ont même pensé à s'armer pour pouvoir se défendre. Oui, parce qu'à partir du moment où on veut leur imposer une injection, ils ont le droit de se défendre. Ce n'est plus une loi pour augmenter ou pour descendre l'essence ou pour augmenter ou payer les impôts. Vous mettez une loi martiale sur la liberté d'être. Est-ce que vous savez les conséquences que cela peut avoir? Une telle démarche peut déclencher une guerre civile, monsieur Macron, monsieur Bayrou. Car aujourd'hui, peut-être les Françaises et les Français pourraient opter pour cette option. Et j'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère à toutes celles et tous ceux qui ont ça derrière la tête, je leur demande leur indulgence et je leur demande de faire confiance. Je fais appel à leur clémence. S'il vous plaît, ne passez pas à cette violence. Bien que je peux comprendre que vous ressentiez cette violence en vous, car j'ai la même en moi. Je ne peux même pas imaginer qu'on puisse m'imposer une injection, car de toute façon,
je ne recevrai jamais cette injection. Loi ou pas loi, Monsieur Bayrou, loi ou pas loi, Monsieur Macron. Et je peux vous dire que je suis le porte-parole de plusieurs millions de Françaises et de Français qui eux aussi ont décidé de ne pas se faire injecter. Par contre, j'adresse toute mon amitié et je fais équipe avec vous toutes, Françaises et Français, dans cette situation des plus dramatiques que nous vivons en France depuis hier soir. Car finalement, depuis hier soir, vous avez fait face au système. Ce système que je dénonce depuis le premier jour. Ce système qui formate votre vie de tous les jours. Hier soir, vous l'avez eu en pleine face. Ce même système qui aujourd'hui vous met en danger de mort. Je sais que mon équipe de communication va probablement faire une émission d'ici quelques jours, car eux aussi doivent s'exprimer, car eux aussi font partie, comme moi, des Françaises et des Français qui se battent pour notre pays, qui se battent pour remettre les vraies valeurs de notre démocratie, qui se battent pour retrouver une vraie République. Pour moi, je vais vous retrouver probablement la semaine prochaine, car je suis très affairé, très occupé aujourd'hui à préparer la dernière ligne droite du Rassemblement des droits de l'homme. Une ligne droite où j'espère vous serez à mes côtés, car sans vous, et ça c'est la décision que j'ai prise et que je ne changerai pas, sans votre appui, Françaises et Français, je ne ferai rien pour la France. Car ce n'est pas à moi, Philippe Argillier, de décider pour votre devenir. C'est bien à vous de décider pour votre devenir, avec moi, ensemble. Là oui, je répondrai à votre appel. Ce n'est pas de l'utopie ou un rêve que j'essaie de vous convaincre à croire qu'il existe. C'est bien une réalité concrète que j'ai en main aujourd'hui pour vous confirmer que le Rassemblement des droits de l'homme a les moyens d'éradiquer ce système pour mettre en place une république qui sera la vôtre et qui répondra à l'entièreté de vos revendications et encore plus. Je m'y suis engagé personnellement et je peux vous dire que chaque mot, chaque lettre de chaque mot que je vous dis ce soir est réaliste et bien aussi ancré sur un cahier des charges qui est juste en attente de votre feu vert. Tout simplement. Nous allons terminer sur une bonne note, car hier soir, cette allocution a mis la France dans un désespoir. Alors la bonne note est celle qu'il existe un avenir pour notre pays, et pas seulement pour notre pays, pour vous, Françaises et Français, et globalement parlant, pour celles et ceux aussi qui font partie, comme nous, de ce système. C'est pas parce qu'ils vivent dans différents pays ou ont une
une autre autorité gouvernementale, nous sommes tous dans la même optique, celle de rendre, non pas uniquement aux Françaises et aux Français, mais bien à près de 8 milliards d'individus, finalement, une justice où ces gens seront en contrôle de leur devenir et non plus d'une minorité écrasante qui, jusqu'à présent, a décidé de l'avenir de la plupart d'individus sur notre planète. Mais le clin d'œil que fait le RDH reste focalisé sur la France avant tout. Et c'est la raison pour laquelle, en avril 2022, la France a la possibilité de finalement vivre sa République avec vous, Françaises et Français. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une excellente semaine et de très bonnes vacances. Et de très bonnes vacances. Je vous aime tous très fort. Au revoir. Alors, je vais juste reprendre le relais pour vous saluer, l'équipe de com, qu'on va retrouver jeudi soir vraisemblablement pour un live, justement pour nous exprimer nous aussi. Peut-être qu'à cette occasion, si vous êtes d'accord, on fera intervenir quelques personnes sur le live, Laurent et Yannick, je ne sais pas, peut-être ça vous va? Oui, impeccable. Bien sûr, on est la maison du peuple, on est là pour aussi donner la parole à ceux qui ont le besoin et l'envie de s'exprimer, surtout que le sujet est grave, autant pour nous que pour nos enfants. Donc, et bien évidemment que l'invitation est lancée à toutes celles et ceux qui voudraient participer avec nous. Dans la semaine, on aura une autre émission aussi qu'on annoncera rapidement aussi. Et vous pouvez revoir ce live sur tous les supports que nous avons. Et nous vous laissons bien évidemment aller apprécier le cahier des charges, vous en imprégner. Je pense que chacun a pu en prendre la mesure, mais a besoin de se l'approprier désormais. C'est les valeurs, tout ça, ça fait partie des valeurs du RDH et on vous laisse nous rejoindre puisque vous avez bien compris qu'il va falloir que nous fassions force et nombre tous ensemble autour de ce cahier des charges. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et puis je vous dis à dans la semaine. Au revoir à Laurent, à Yannick et à Dominique qui a dû sortir. Petit problème technique, j'imagine. Exactement. Bonne nuit à tous. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit à tous. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. We are